Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Histoire et perspectives méditerranéennes. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Dans le cadre de cette collection, créée en 1985, les éditions L'Harmattan se proposent de publier un ensemble de travaux concernant le monde méditerranéen des origines à nos jours. Déjà paru. Jean Auteur, Journal de voyage en Turquie et en Perse, présentation d'Alain Riotto 2010. Mohamed Telhine, L'Islam et les musulmans de France. Une histoire de mosquée 2010. Maher Abdmouleh, Partenariat euro-méditerranéen. Promotion ou instrumentalisation des droits de l'homme, 2010. Saïd Sadi Amirouche, Une vie, deux morts, un testament. Une histoire algérienne 2010. Mahmoud Hamdan El Arfaoui, L'occupation italienne de la Libye. 1882 à 1911, 2010. Pierre Pinta, Seba, ville pionnière au cœur du Sahara libyen 2010. Roxane Desmarcotte, Un islam des islams de 2010. Stéphane Papy, L'influence juridique islamique au Maghreb, 2009. Akchali, Chypre, un enjeu géopolitique actuel, 2009. 50. Abdelmalkai, Kbounemra Ben Soltan, Monsieur Sadnijallab, Le Maghreb face au défi de l'ouverture en Méditerranée, 2009. H. Ben Hamouda, N. Ullman, RSANDRETT Odir, Émergence en Méditerranée, attractivité, investissements internationaux et délocalisation, 2009. Mohamed Saadi, Le difficile chemin des droits de l'homme au Maroc, 2009. Monsef Ouannes, Militaire, élite et modernisation dans la Libye contemporaine, 2009. Ramon Verrier, Introduction à la pensée économique de l'islam du XIIIe au XVe siècle, 2009. Mohamed Mouaqit, L'idéal égalitaire féminin à l'œuvre au Maroc, 2009. Naman Kessous, Christine Margerrison, Andy Stafford, Guy Dugas, Dire, Algérie, vers le cinquantenaire de l'indépendance. Regard critique 2009. Philippe Gaillard, L'Alliance. La guerre d'Algérie du général Bellounis, 1957 à 1958, 2009. Jean Lévesque, Une reddition en Algérie 1845, 2009. Cet ouvrage est l'adaptation d'un mémoire réalisé dans le cadre de la section des sciences historiques et philologiques de l'École pratique des hautes études, sous la direction de M. Jean-Pierre Machelon, directeur d'études, que je remercie de ses conseils et de ses encouragements. Préface. Par Jean-Pierre Machelon, doyen de la faculté de droit de l'Université Paris-Descartes, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Le livre que Jean-Marc Valentin propose au public est réellement bienvenu. Sans prétendre bouleverser l'histoire politique et parlementaire de l'Algérie française, étudiée à fond il y a une vingtaine d'années par Jacques Binoche dans sa monumentale thèse de doctorat, Poitiers, 1987, il donne, du point de vue de la sociologie historique, de fort utiles précisions sur la représentation des trois départements d'Alger, Oran et Constantine à l'époque du parlementarisme triomphant. Étayé scientifiquement par de minutieuses fiches biographiques consacrées aux 57 élus d'Algérie à Assemblée nationale, puis à la Chambre des députés et au Sénat, de 1871 à 1940, il reprend sous un format commode les principales conclusions d'un important travail d'érudition réalisé et soutenu publiquement pour l'obtention du diplôme de L'. École pratique des hautes études, section des sciences historiques et philologiques, juin 2007. Pour les nécessités de la présente publication, les étais ont été presque entièrement retirés et la construction allégée. La solidité scientifique de l'ouvrage n'en est cependant pas affectée. Féru de généalogie, M. Valentin avait, suivant le bon usage de la méthode prosopographique, retracé méthodiquement dans des notices normalisées et mises en série, les tenants et aboutissants des parlementaires étudiés. Diverses rubriques détaillaient, pour chacun d'entre eux, des informations patiemment glanées dans les fonds d'archives et les bibliothèques. Instruction et formation, carrière professionnelle, revenus, fortune et patrimoine, domiciles successifs en Algérie et en France métropolitaine, carrière politique et parlementaire, activités sociales,
vie associative et culturelle, activités dans la presse, activités militaires, appartenance religieuse, franc-maçonnerie, duel, publications, décorations, sources, bibliographie. Dûment rapprochés, les itinéraires individuels des élus aboutissaient ainsi à un imposant tableau de groupe. Je me réjouis que les apports essentiels de cette recherche deviennent aujourd'hui facilement accessibles, d'autant qu'ils apparaissent en toute clarté grâce au style sobre de l'auteur, dépourvu d'apprêts superflus, et au tableau et cartes dont son propos est opportunément parsemé. D'où venaient les parlementaires élus, dans les départements algériens? Qui étaient-ils? La double question posée dans le sous-titre de l'ouvrage est traitée suivant un plan très analytique, de nature à faciliter la consultation rapide des abondantes données de faits qui se trouvent rassemblées. Si le déroulement des carrières, législature par législature, est un peu privilégié, d'autres aspects, plus mystérieux, voire anecdotiques, ne sont pas négligés. On apprendra par exemple, sans doute avec un rien de surprise, que plus des 2/3 des personnages étudiés appartenaient à la franc-maçonnerie. Et bien qu'une fois au moins il y ait eu mort d'homme, on s'amusera peut-être de la propension des élus d'Algérie à se battre en duel. L'ouvrage n'en reste pas moins des plus sérieux. Monsieur Valentin, il faut lui en savoir gré, se garde bien de piquer le lecteur avec des paradoxes hasardeux. Il ne prétend pas, pour mettre en valeur son sujet, que les parlementaires d'Algérie forment sociologiquement une catégorie spécifique. Il constate au contraire que le même déterminisme social qu'en métropole guide le plus souvent leur stratégie matrimoniale ou professionnelle, et que, d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée, l'accès au Parlement, qui intervient à peu près au même âge, est facilité par de solides implantations locales. L'activité parlementaire des élus est d'ailleurs en moyenne d'une durée comparable ici et là. La principale singularité relevée regarde l'origine des députés et sénateurs, qui est liée au caractère particulier de l'immigration en Algérie et à son évolution. Géographiquement, la part belle dans le peuplement de la nouvelle colonie est revenue au département du Midi, frappé par la crise du phylloxéra, et dans une moindre mesure, à la Corse et à l'Alsace-Moselle, arrachés au territoire national en 1871. Sur un plan plus politique, il faut, pour comprendre la sociologie des élus, mentionner aussi la place occupée dans l'électorat par le S opposant au coup d'État du 2 décembre 1851 et par les anciens de la commune, ainsi que la réceptivité de la terre d'Algérie à des phénomènes éruptifs comme le mouvement anti-juif. Qui s'en souvient? Celui-ci réunissait en 1898 4 des 6 députés d'Algérie. En regard, d'autres traits relevés incidemment par Monsieur Valentin ne correspondent pas à des clivages profonds. L'accession aux responsabilités gouvernementales semble bien avoir été pour les représentants des départements algériens un peu plus lente que pour leurs collègues métropolitains, et lorsqu'il est survenu, le passage d'une chambre à l'autre un peu plus rapide, mais le petit nombre de cas observés interdit d'en inférer la moindre leçon. La communauté d'appartenance entre tous les parlementaires de la Troisième République apparaît moins incertaine. Il est tentant de le vérifier sur le terrain même de la politique algérienne. Les élus d'Alger, Oran et Constantine, comme la grande majorité de leurs collègues métropolitains, tenaient pour une république une et indivisible. L'Algérie ne devait pas faire exception. Il fallait donc calquer son administration sur celle des autres parties du pays. Des mesures extrêmes, et à cet égard exemplaires, furent prises en ce sens durant la période dite des rattachements, du début des années 1880 à la fin du XIXe siècle. L'expédition des affaires algériennes revint alors aux divers ministères parisiens et à leurs services spécialisés, aux grandes dames du gouverneur général, qualifié par Jules Ferry des inspecteurs de la colonisation dans le palais d'un roi fainéant. Cette politique d'assimilation, en harmonie avec la mystique républicaine de l'égalité, présentait l'avantage de dissimuler la pesanteur des intérêts coloniaux. Elle avait toutefois des limites infranchissables, que le livre de Jean-Marc Valentin aide à mesurer. À aucun moment, pas plus à Paris qu'à Alger, il ne fut sérieusement envisagé d'accorder en bloc aux indigènes musulmans le droit de vote pour les élections législatives ou même cantonales. Sur ce sujet comme sur bien d'autres regardant l'Algérie, les obligations militaires par exemple ou le régime pénal, le Parlement semblait épouser systématiquement les préoccupations et les calculs des élus locaux. Peu intéressés par les affaires algériennes,
Les parlementaires métropolitains, à la Chambre des députés et au Sénat, s'en remettaient à l'autorité des spécialistes. À juste titre, mais hélas. En termes brefs, l'auteur évoque les figures de deux personnages longtemps très écoutés, républicains grandins, maintes fois ministres l'un et l'autre, hommes d'influence hors pair aussi. Gaston Thomson, député de Constantine pendant 55 années consécutives, un record, et Eugène Étienne, député d'Oran de 1881 à 1919, fondateur du groupe colonial à la Chambre puis sénateur. Nolens, Volance, M. Valentin fait ressortir en fin de compte que le rôle décisif dans l'orientation des départements algériens sous la Troisième République a échu à un petit nombre de personnalités, soutenues par des élus locaux faisant bloc, eux-mêmes suivis dans une relative indifférence par les majorités politiques successives. Ce n'est pas le moindre intérêt de son travail de prosopographe que de mettre en cause de la sorte le pont aux ânes, le plus fameux de la théorie démocratique. Première partie, étude historique. Introduction. La Troisième République est née le 4 septembre 1870, proclamée à l'Hôtel de Ville de Paris par Léon Gambetta et Jules Favre après la capitulation de Sedan. Devenue effective avec les lois constitutionnelles de 1875, elle a cessé d'exister le 10 juillet 1940 après le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain à Vichy. Pendant cette période de 70 ans, 57 parlementaires ont représenté l'Algérie à la Chambre des députés et au Sénat. Cette étude qui a pour base les biographies de ces 57 élus, se veut beaucoup plus sociologique que politique. La représentation de l'Algérie au Parlement sous la Troisième République. Le principe de la représentation parlementaire des colonies en général et des départements d'Algérie en particulier, a donné lieu à de nombreuses controverses. Pour ses partisans, l'unité de l'État ne peut se concevoir sans la présence dans les assemblées législatives de représentants des citoyens français installés dans les départements algériens défendant leur situation spécifique et leurs intérêts. Pour ses adversaires, les lois votées par les parlementaires d'Algérie ne s'appliquent pas automatiquement ni complètement à toutes les populations des territoires qu'ils représentent, les aménagements nécessaires à leur mise en œuvre hors de métropole étant du ressort réglementaire, un décret déterminant souvent les conditions d'application en Algérie. Aux premières élections de la Troisième République, l'Algérie est divisée en 3 départements élisant chacun 2 députés puis 1. Par la loi du 28 juillet 1881, la représentation est portée de nouveau à 2 par département et ce n'est que la loi du 21 juillet 1927, soit 46 ans plus tard, qui accorde à l'Algérie 3 élus par département. Enfin, la loi du 20 mars 1936 portait définitivement à 10 le nombre des parlementaires algériens en dédoublant la circonscription d'Alger en Alger-Ville et Alger-Banlieue. Le tableau suivant résume ces données. Tableau 1. Nombre de sièges de députés en Algérie sous la Troisième République. Pour le Sénat, depuis la loi du 24 février 1875, 3 sièges, soit 1 par département, sont attribués à l'Algérie. Cette représentation ne variera pas tout au long de la Troisième République. La représentation de l'Algérie au Parlement avant la Troisième République. La Constitution du 4 novembre 1848 prévoit l'élection par les Français d'Algérie de représentants à l'Assemblée nationale. En 1848, l'Algérie élit donc 4 représentants à l'Assemblée constituante. Ils ne seront plus que 3 à l'Assemblée législative de 1849. Ils sont élus au scrutin de liste, ou plurinominal, à 2 tours pour toute l'Algérie, sans aucun découpage. Après le coup d'État du 2 décembre 1851 et la Constitution du 14 janvier 1852, il n'y aura plus de représentants de l'Algérie jusqu'à la fin du Second Empire. Parmi les parlementaires étudiés, seul Adolphe Crémieux I a débuté sa carrière politique avant la Troisième République mais pas en Algérie. Et après. Par la suite, pour l'élection à la première Assemblée constituante en octobre 1945 et à la seconde en juin 1946, les électeurs d'Algérie seront répartis en 2 collèges électoraux, l'un pour les citoyens français, l'autre pour les sujets français, disposant chacun du même nombre de sièges. Puis le décret du 3 juillet 1958 établit le collège unique.
3 des parlementaires étudiés ont poursuivi leur carrière nationale après la Troisième République. Paul Cutoli, élu député de la première Assemblée constituante en 1945. René Enjalbert, élu sénateur en 1951, réélu en 1959. Jules Gasser, arrivé en 3e position pour l'élection du président de la République en 1947-2, et réélu sénateur en 1948. Tous les autres sont des élus de la seule Troisième République. Le corps électoral. Au début de la Troisième République, la population d'Algérie comprend 245 000 Européens, 130 000 Français et 115 000 Européens étrangers, 35 000 indigènes, 3 juifs et 2 300 000 indigènes arabes et kabyles. Seuls les citoyens français sont électeurs ou éligibles au Parlement français. Ils comprennent les Français dits de souche, citoyens nés français résidant en Algérie, qui sont naturellement électeurs au même titre que leurs concitoyens de métropole. Les étrangers naturalisés individuellement ou collectivement. La loi du 26 juin 1889 prévoit en effet qu'un enfant né en Algérie, ou en France, d'un parent étranger né en Algérie, ou en France, est français à sa naissance et si ses deux parents sont nés à l'étranger, il devient français à l'âge de 21 ans s'il est encore domicilié en Algérie ou en France, sauf s'il s'y oppose. Cette loi est votée avec l'appui des élus d'Algérie, qui voyaient avec inquiétude l'accroissement de la population étrangère par rapport à la population française. L'article 2 de cette loi précise qu'elle ne s'applique pas aux indigènes musulmans. Les indigènes musulmans ou israélites qui ont été admis à jouir, à leur demande, des droits de citoyens en application du Senatus Consulte du 14 juillet 1865. Senatus Consulte du 14 juillet 1865. Article 1er. L'indigène musulman est français. Néanmoins, il continuera d'être régi par la loi musulmane. Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et emplois civils, en Algérie. Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits des citoyens français. Dans ce cas, il est régi par les lois civiles et politiques de la France. Article 2. Idem pour les indigènes israélites. Ce Senatus Consulte de Napoléon III inspiré par le saint-simonien Ismaël Urbain, entrait dans l'idée généreuse, idéaliste, mais peu réaliste, de l'établissement d'un royaume arabe en Algérie. Si très peu d'indigènes musulmans firent cette démarche individuelle vraisemblablement de crainte d'être accusés d'apostasie par leurs coreligionnaires, les indigènes israélites, dont l'implantation en Algérie remontait pour certains à plus de 3 siècles, y virent la possibilité de changer leurs conditions. En effet, avant l'arrivée des Français, ils bénéficiaient de la liberté de culte mais étaient cantonnés dans certains quartiers des grandes villes, appelés haras et considérés par les musulmans comme une classe inférieure bien que certains d'entre eux eussent acquis une grande influence dans les affaires. Ils étaient environ 15 000 en 1830 qualifiés de dhimmi, protégés. Une ordonnance de Louis-Philippe du 9 novembre 1845 créera un consistoire central algérien et des consistoires provinciaux. En mars 1865, une pétition de 10 000 signatures fut remise à Napoléon III lors de son voyage en Algérie, pour réclamer leur naturalisation collective, naturalisation régulièrement demandée jusqu'en 1869 par les Conseils généraux d'Algérie. Cette naturalisation collective des indigènes juifs devint officielle par le décret du 24 octobre 1870 signé par Adolphe Crémieux, et publié au Journal officiel de Tours le 7 novembre 1870. République française. Numéro 136. Décret qui déclare citoyens français les Israélites. Indigènes de l'Algérie. Du 24 octobre 1870. Le gouvernement de la Défense nationale décrète. Les Israélites indigènes des départements de l'Algérie sont déclarés citoyens français. En conséquence, leur statut réel et leur statut personnel seront, à compter de la promulgation du présent décret, réglés par la loi française, tous droits acquis jusqu'à ce jour restant inviolables. Toute disposition législative, tout Senatus Consulte, décret, règlement ou ordonnance contraire sont abolis. Fait à Tours, le 24 octobre 1870. Signé Ad. Crémieux El Gambetta, al. Gley Bizouin, El Fourrichon. À propos du décret Crémieux,
Ses adversaires ont évoqué son possible impact électoral, conséquence de la concentration géographique urbaine de ces nouveaux électeurs, de leur absence de culture politique, des difficultés à établir les listes nominatives et de leur probable discipline de vote guidée par les consistoires. Édouard Drummond déclarera dans sa profession de foi de 1898 « Je demanderai l'abrogation de ce néfaste décret Crémieux, que le vieux coquin a profité des malheurs de la patrie pour faire rendre presque clandestinement. » Et Émile Morineau dans celle de même date « Anciens esclaves des Arabes, les Juifs ne peuvent et ne doivent pas avoir plus de droits sur cette terre d'Afrique que leurs anciens maîtres. » Plus tard, au lendemain de la Première Guerre mondiale où 173 000 indigènes musulmans avaient combattu aux côtés des Français et 26 000 d'entre eux trouvaient la mort, on espérait la mise en œuvre de réformes. Dès 1917, Georges Clemenceau, président du Conseil, pense que les sacrifices consentis par les soldats indigènes musulmans doivent entraîner de la part de la France un certain nombre de compensations, notamment une extension du corps électoral indigène. Ces propositions de réforme, présentées à la Chambre le 1er mars 1918 par le député du Rhône Marius Moutet au nom de la Commission des Affaires extérieures, des protectorats et des colonies, se heurtent à l'hostilité de la haute administration algérienne et des élus algériens, pour qui l'extension de droits politiques aux indigènes représentait une menace pour la souveraineté française. 4. Craignant un déséquilibre électoral. On assista seulement à une légère augmentation des naturalisations individuelles. Puis, la loi du 4 février 1919 et son décret d'application du 6 février permettront l'accès, toujours individuel, à la citoyenneté française des indigènes âgés de 25 ans, célibataires ou monogames, n'ayant pas subi de condamnation entraînant la perte des droits politiques ni de peine disciplinaire pour certains actes d'hostilité contre la souveraineté française ou pour mener contraire à la sécurité générale, justifiant de 2 ans de présence dans une commune Algérie et remplissant l'une des conditions suivantes. Avoir servi dans l'armée française, savoir lire et écrire en français, être propriétaire ou fermier d'un bien rural ou propriétaire d'un immeuble urbain ou inscrit au rôle des patentes, être titulaire d'une fonction publique ou d'une pension, avoir été investi d'un mandat électif, être décoré, être né d'un indigène devenu citoyen. La demande doit être déposée auprès du juge de paix qui, après vérification, la transmet au greffe du tribunal civil qui, sauf opposition du gouverneur général ou du procureur de la République, déclare que le demandeur et ses enfants mineurs sont citoyens français. Cette loi qui confie désormais l'instruction des dossiers à l'autorité judiciaire permet de lutter contre les réticences des autorités administratives à permettre ces naturalisations individuelles. Déjà en 1871, le futur député François Gastu écrivait « La population de Bougie vit avec surprise arriver de nombreux groupes indigènes appartenant à diverses tribus qui se rendaient auprès du juge de paix pour remplir les formalités relatives à la naturalisation. Que fit l'autorité militaire de qui ces indigènes relevaient? Elle mit en prison les plus influents de manière à intimider les autres. Puis les cavaliers du bureau arabe furent envoyés dans toutes les directions, pour enjoindre aux Kabyles que la contagion aurait gagné, de rester chez eux. Malgré tout, 82 Kabyles réussirent à se faire inscrire à la mairie, et obtinrent du juge de paix les actes de notoriété nécessaires pour l'obtention des demandes. Ce succès partiel ne laissa pas d'encourager la tribu des Beni Moali qui, tout entière, se rendit à Bougie pour remplir les formalités. Mais telle fut l'attitude de l'autorité militaire, qu'elle dut renoncer à tout projet de ce genre. 5. Seuls les indigènes musulmans n'ont pas bénéficié de la citoyenneté collective, donc du droit de vote. Pourquoi? En plus des raisons évoquées plus haut, il faut retenir leur nombre qui aurait changé le rapport des forces électorales et le fait qu'ils n'y étaient dans leur ensemble pas favorables, craignant de perdre alors leur statut personnel religieux. Quelques opinions favorables à l'extension des naturalisations et du droit de vote en Algérie se sont fait entendre. Quelques tentatives parlementaires n'ont pas abouti. Paul Leroy-Beaulieu, professeur d'économie politique à l'École libre des sciences politiques de Paris puis au Collège de France, fonde en 1881 la Société française pour la protection des indigènes des colonies et propose une assimilation progressive de toutes les populations d'Algérie. En 1887,
2 députés d'extrême gauche proposent à la Chambre la naturalisation collective de tous les indigènes algériens, 6, provoquant un tollé dans la presse algérienne. En 1890, le député de Paris Alfred Martineau dépose une proposition de loi visant à accorder progressivement la nationalité française à tous les indigènes musulmans d'Algérie, 7, mais il se heurte à une majorité parlementaire aisément mobilisée par les élus des Français d'Algérie. La revue indigène numéro 63-64 de juillet août 1911 publie l'opinion des professeurs de droit Eugène Audinet, Charles de Bock, Arthur Giraud, Edgar Rouard de Cardet et André Weiss qui, invoquant le déclin de certaines pratiques musulmanes, notamment le mariage polygame, appellent à la naturalisation dans le statut. En 1922, la Ligue française pour la représentation des indigènes algériens au Parlement présidée par Édouard Herriot, fait avancer en France l'idée d'une représentation musulmane, revendiquée en Algérie par l'émir Khaled, petit-fils de l'émir Abdelkader. Et plus tard en 1936, après la victoire du Front populaire, le projet Blum-Violette prévoit encore d'accueillir dans le corps électoral certaines catégories d'indigènes musulmans, officiers et sous-officiers, décorés, diplômés, etc., dont le nombre aurait été d'environ 22 000. Mais ce projet, renvoyé en commission, ne sera pas adopté. 8. Les élus d'Algérie restaient en effet opposés à toute idée de naturalisation collective des indigènes, même après un siècle de présence française. Ainsi, pour leur liste du Parti républicain démocratique aux élections de 1919 dans le département de Constantine, Gaston Thomson et Émile Morino déclarent-ils: nous combattrons la naturalisation dans le statut personnel qui aurait pour résultat le mélange des votes français et indigènes. Vos suffrages seraient dans ce cas submergés sous le nombre. De la même manière, Jules Cutoli, élu député à Constantine en 1928, également dans sa profession de foi: on ne saurait en aucune façon admettre l'accession subite, massive et irréfléchie des indigènes à la pleine nationalité française dont une législation libérale leur a d'ailleurs ouvert individuellement la voie. Il serait encore moins tolérable qu'on voulût, au mépris de tout sens juridique et moral, les faire accéder à des droits civiques qui impliqueraient pas toutes les obligations du citoyen français. À la même époque, Henri Brière, également candidat à la députation à Oran, déclare: nous ne saurions souscrire au droit de vote pour la masse indigène trop peu instruite. Ce droit pourrait être accordé à certaines catégories avec cette restriction essentielle sur laquelle devront se retrancher les élus de l'Algérie, que seuls seront éligibles par les indigènes algériens des indigènes algériens comme eux. Et Pierre Roux Fressineng, député d'Oran, dans sa profession de foi de 1928, parlant de son mandat précédent, se félicitait que « nous avons pu empêcher que les propositions émises en vue de la représentation des indigènes au Parlement fussent votées dans le désordre d'un débat passionné ». Enfin, Émile Morino, député sortant de Constantine, candidat d'Union républicaine, disait dans sa profession de foi de 1932 « Il ne saurait être question en faveur de qui que ce soit, de naturalisation obligatoire. Les portes sont largement ouvertes, il faut s'en féliciter à la naturalisation volontaire et individuelle pour quiconque est digne d'entrer dans la grande famille française. » Au cours des 70 ans d'existence de la Troisième République, on constate en effet un souci constant d'éviter que le déséquilibre démographique en faveur des indigènes musulmans qui représentent 90% de la population d'Algérie, influe de façon radicale sur la situation politique des départements algériens et par contre-coup, sur celle de la République. Voyons maintenant quelles sont les similitudes et les différences entre l'Algérie et la métropole, en ce qui concerne les élections locales. Les élections locales. Au plan local, les élections concernent les délégations financières, spécifiques à l'Algérie, créées par le décret du 23 août 1898, représentant les intérêts des contribuables et votant le budget proposé par le gouverneur général. Elles comprennent 17 délégués indigènes autres que les Kabyles, élus par les indigènes inscrits sur les listes électorales des communes de plein exercice et par les membres indigènes des commissions municipales et des djemmas des communes mixtes, et 7 délégués kabyles élus dans les mêmes conditions. En 1926, les élus musulmans se regroupèrent en Fédération des élus indigènes, dont la revendication principale était leur représentation au Parlement. Les délégations financières devinrent ensuite l'Assemblée algérienne, 1947.
Les conseils généraux, un par département, sont rendus effectifs par le décret du 27 octobre 1858, fixé initialement à 30 membres, élus dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine, avec en plus, dans chaque conseil, 6 assesseurs musulmans nommés par le ministre de l'Intérieur, élus à partir de 1908, ayant voix délibérative. En 1919, les représentants musulmans atteignent le tiers des membres. Le Conseil général se prononce sur le budget. Les conseils municipaux sont institués en 1846, communes de plein exercice et communes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.